Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous musical Appassionato sur Radio Judaïka 90.2 FM, que vous pouvez également suivre en streaming sur notre site radiojudaïka.be. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Denis Raisindadre. Bonjour Denis. Bonjour. Alors je résume votre parcours. Vous étudiez d'abord la musicologie à Lyon, mais également la flûte à bec à Genève, puis le hautbois et les instruments à hanches de la Renaissance à Paris. Dès 1981, vous débutez une carrière d'instrumentiste dans diverses formations orchestrales et de chambre où vous vous produisez à l'occasion comme soliste. Vous fondez l'ensemble Douce Mémoire en 1989 que vous dédiez dès sa création à la musique de la Renaissance. En dehors de la musique, votre curiosité pour l'histoire, la littérature et les arts vous amène à concevoir des programmes toujours remis dans un contexte historique. Cette démarche vous conduit à produire également des émissions pour France Musique. Après plus de 50 ans d'activité intense et de réalisations mémorables, au disque comme au concert, votre amour de la Renaissance demeure intact. Fouillant les bibliothèques européennes, transposant des partitions manuscrites ou testant des solutions instrumentales, vous remettez en question des idées préconçues et parfois même le vocabulaire musical. Vous êtes professeur titulaire au Conservatoire de Tours, vous enseignez également au sein de l'Académie de Gijón en Espagne, à Chiquitos en Bolivie, à Prague, dans la République tchèque, ou à La Havane, à Cuba. La République française vous a élevé au titre de chevalier des arts et des lettres. Je vous propose de débuter notre entretien avec Ardenti mei sospiri. L'ensemble Douce Mémoire est dirigé par notre invité, Denis Raisindadre.
Ardenti mei sospiri, l'ensemble Douce Mémoire était dirigé par notre invité Denis Raisin d'Âtre, un extrait d'un album intitulé Cabezon, Obra da Musica, paru chez Ricercar. Denis, venez-vous d'une famille de musiciens? Alors absolument pas. Non, vraiment pas du tout, du tout. Je suis fils d'un pasteur de l'Église réformée de France. Vous voyez, donc la musique était présente parce qu'au culte on entendait les psaumes, et les protestants ont eu la bonne idée de ne pas bazarder ce merveilleux répertoire comme l'Église catholique a bazardé grégorien. Et quand même les psaumes c'est pas mal, surtout qu'en fait dans les temples on continue à chanter les psaumes en fait du XVIe siècle. La seule chose qu'ils ont changé, c'est que ce n'est plus les paroles de Clément Marot ou de Théodore de Bèze, ils ont un peu modernisé, mais la musique c'est la musique du XVIe en fait. Et alors, quels étaient les héros musicaux de votre jeunesse? Vous savez, j'ai vécu en Nouvelle-Calédonie, alors j'étais au bord de la plage. Non, je pense que c'est à l'adolescence, je sais pas, dans la classe avec quelqu'un qui jouait de la guitare. Vous savez, c'est très étrange comment on se révèle à la musique, hein. C'est très intéressant les itinéraires. D'ailleurs, je suis passionné de voir qu'il y a des musiciens comme Debussy qui sortent de familles pas du tout musiciennes. Enfin, moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir comment on s'éveille à la musique. Euh, je pense que ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la chance de redoubler ma seconde, parce que si vous voulez, le nouveau de la Nouvelle-Calédonie n'était pas le même que la France quand je suis revenu en France. Et je suis tombé sur un professeur de musique qui avait un petit orchestre de flûte à bec. Moi, je savais pas jouer une seule note. Et je suis rentré là-dedans, j'ai fait 3 notes et j'ai éprouvé une telle émotion en faisant 3 notes que je me suis dit, ça, il y a un truc pour moi. Et je pense très souvent aux amateurs et à quel point le fait de faire de la musique, même à tout petit niveau, quel que soit le niveau, peut procurer des émotions absolument incroyables. Donc c'est ce que j'ai éprouvé. Et ensuite, bah, voilà, j'ai suivi ma voie. Alors, avez-vous développé cette passion pour l'époque de la Renaissance? Eh bien, pas par la musique, je vais vous dire, parce qu'en fait, autant on peut regarder très facilement des peintures ou lire des ouvrages sur la Renaissance, parce que c'est accessible à tout le monde, autant pour la musique, le problème, c'est de pouvoir l'écouter. Pour pouvoir l'écouter, il faut qu'elle soit faite, il faut qu'elle soit donc enregistrée. Et donc, en fait, ça n'intéressait pas grand monde, la Renaissance, hein. Et donc, moi, ce qui m'a intéressé, c'est la littérature, c'est la peinture, c'est l'histoire. Je suis arrivé à la musique, en fait, par là. Et il y a un moment, je me suis dit, mais en fait, je vais vous dire l'histoire, c'est que je lisais le livre du courtisan de Castiglione, dans lequel on parle beaucoup de musique. Et j'ai écrit au traducteur, enfin celui qui l'avait publié en France, et je lui ai dit, mais c'est quand même étrange, parce qu'on parle de musique. D'ailleurs, excusez-moi, mais il y a des erreurs dans votre traduction, parce que vous traduisez viola par viol de gambe, alors que c'est pas du tout une viol de gambe, c'est un luth, c'est la vihuela. Et puis je me suis dit, mais en fait, on parle de musique dans le livre du courtisan. Tous les peintres de l'époque, George John jouait du luth, par exemple, hein. Léonard de Vinci jouait de la lira da braccio. Tous les gens de l'époque étaient musiciens et on n'entend jamais cette musique. Donc je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire de la faire entendre à nos contemporains. Et c'est de là qu'est née l'idée de créer l'ensemble Douce Mémoire? Ah vraiment, oui. Vraiment, je me suis dit, je vais essayer de restituer le son, enfin, que ce que l'on pouvait entendre à cette époque-là, et ce que fredonnait, je disais en riant quelquefois, ce que fredonnait Michel-Ange en payant la Sixtine, quoi. C'est-à-dire de restituer tout, évidemment, cet univers musical qu'en fait, les gens ne connaissent pas, parce qu'ils ont une grande connaissance, je trouve, de la peinture. Par exemple, il y a une vraie culture, je trouve, hein, en Europe, de la peinture de la Renaissance. Une culture de l'histoire aussi, parce que comme des gens fameux, hein, là, on est à Bruxelles, Charles Quint, c'est quand même pas n'importe qui. Mais en fait, qu'est-ce qu'écoutaient ces gens? Une sorte de désert. C'est comme si à cette époque, les gens avaient vécu une sorte de silence permanent, mais c'est totalement faux. La musique avait une importance fondamentale. Et alors, comment est-ce que vous définiriez cet ensemble Douce Mémoire? Comment vous les avez recrutés? Comment est-ce qu'il s'est développé à travers des années? C'est un ensemble original parce que autant il est facile, je pense, de créer un ensemble vocal pour la musique Renaissance, hein. Vous recrutez 5, 6 chanteurs excellents et vous faites de la très belle musique. Autant moi je me suis lancé un défi, c'est que j'ai recréé l'orchestre des voix et des instruments en quelque sorte. Parce qu'à l'époque on aimait beaucoup mélanger les voix et les instruments. Donc ça c'est une des grandes originalités de l'ensemble. Et alors ça m'a donné un vrai problème en fait, c'est que mettant des instruments de la Renaissance, j'ai été obligé de jouer comme à la Renaissance parce que mes instruments, ils n'étaient pas au diapason moderne. Ils avaient aussi des contraintes. On ne pouvait pas transposer n'importe quoi sur un luth, hein. Sur un piano, vous pouvez jouer avec 7 bémols à la clé. Sur un luth, quand vous avez 2 bémols, c'est déjà le maximum. Donc cette contrainte nous a obligés en fait à nous approcher de ce que devait être sans doute le plus proche de ce que devait être la couleur de la Renaissance. Un peu comme on a fait à la chapelle Sixtine, qu'on a restauré les peintures de Michel-Ange et qu'on a retrouvé la virulence des couleurs, évidemment, de Michel-Ange. Et puis, de par aussi mon tempérament, cet ensemble, c'est aussi beaucoup destiné à faire des programmes qui étaient très théâtraux.
Et donc on a monté aussi beaucoup de choses sur scène, des choses très originales. On est parti par exemple en 2000 sur une roulotte où on a monté une farce qui s'appelle la farce du savetier Calbin qui ne répond qu'en chanson, qui est un savetier qui en a tellement assez de sa femme qui lui réclame une robe qu'il ne répond qu'avec des chansons au lieu de lui parler. Et donc on a vraiment recréé une farce du XVe siècle avec de la musique qui n'était pas dans le texte, qu'il a fallu retrouver. Et puis ensuite, en 2015, on est parti, par exemple, on a créé vraiment des magnificents. C'était une grande fête pour la Renaissance, avec des danseurs, avec des instrumentistes. Et on a créé ça en Chine, on a créé ça on a beaucoup tourné dans tous ces pays-là. Et donc on fait des choses très originales. Et aussi de la musique sacrée très sérieuse. Donc c'est polymorphe. Alors, cet ensemble est aussi connu pour l'impressionnant aéropage d'instruments dont il dispose. Comment vous y êtes-vous pris pour constituer cette collection, pour les reproduire quand ils n'étaient disponibles que dans des musées? Comment est-ce que vous avez pu développer tout ça? Alors ça, je dois dire que j'ai eu la chance d'avoir comme instrumentiste chez moi Jérémy Papa-Sergio, qui est un formidable instrumentiste, mais surtout un chercheur incroyable et d'une patience inouïe pour reconstituer des instruments. En fait, il a passé énormément avec les facteurs pour essayer de faire marcher des instruments qui ne marchaient pas. Parce que le problème des instruments à hanches, c'est qu'on a l'instrument, mais on n'a pas les tubes et on n'a pas les hanches. Donc, si vous voulez, sans ça, vous n'avez aucune idée de comment ça peut marcher et surtout, vous n'avez aucune idée du diapason. Donc, les facteurs s'escrimaient à faire marcher des bassons du 16e au diapason 440 alors qu'ils étaient faits pour jouer à 490 Hz, c'est-à-dire un tour au-dessus. Donc, ça ne marchait pas, bien sûr. Et donc, il a, comme on dit, au 17e gâché beaucoup de bois pour arriver à faire marcher ces instruments. Mais il a fait pire. Ils ont reconstitué avec son épouse Elsa Franck un bassanello, par exemple, qui est un instrument qui se trouve dans le traité de Prétorius, mais dont on n'a aucun survivant. Donc ils ont restitué cet instrument par rapport à des planches qui sont dans le traité de Prétorius. Ensuite, on s'est attaqué aux flûtes. Le musée de Paris a 2 flûtes qu'on appelle des flûtes colonnes et on leur a dit de restituer tout un ensemble de flûtes à partir de ces flûtes colonnes qui, elles, sonnent à 392, c'est-à-dire un ton en dessous du piano actuel, du diapason actuel, etc., etc. En fait, on a passé notre temps et je dois dire que on peut être fier de ça. Et d'ailleurs, je l'ai dit à l'État français quand ils m'ont dit à quoi sert l'argent qu'on vous donne. On dit on a fait avancer énormément la recherche et aujourd'hui, on peut jouer de la musique Renaissance sur des vraies copies. Quand je dis des vraies copies, c'est pas des copies trafiquées, des vraies copies d'instruments du 16e en respectant les diapasons de l'époque qui sont incroyablement divers, donc avec des couleurs totalement différentes. Alors, je vous propose à présent d'écouter 3 compositions sur le même poème de Pierre de Ronsard, Que dis-tu, que fais-tu, pensive tourterelle, signé de Guillaume Bonny, Orlande de Lassus et Jean de Castro. L'ensemble 12 mémoires est dirigé par notre invité, Denis Raisin-D'Âtre. Plus cher que
Vous êtes sur Radio Judaïka et vous écoutez Appassionato, votre rendez-vous musical. 3 compositions sur le même poème de Pierre de Ronsard, Que dis-tu, que fais-tu, pensive tourterelle, signé de Guillaume Bonny, Orland de Lassus et Jean de Castro. L'ensemble Douce Mémoire est dirigé par notre invité Denis Raisindadre, un extrait d'un album paraissant chez Alpha Classique. Alors Denis, dans votre dernier album que vous consacrez à Pierre de Ronsard, pouvez-vous nous expliquer pourquoi sa poésie a traversé le temps, pourquoi elle est restée actuelle? Ça, c'est une bonne question. Pourquoi Pierre de Ronsard est l'unique grand poète de la Renaissance, alors qu'il y en a tant d'autres, qui a traversé les siècles, alors qu'il y avait vraiment des gens aussi assez géniaux à côté, hein, parce que dans la Pléiade, ce fameux groupe, hein, ces sortes de bandes de jeunes, on pourrait appeler ça une bande de jeunes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont fait les 400 coups. Hein. On les représente toujours, vous voyez, arrivés au fait de leur gloire, couronnés de lauriers, mais en fait, c'était des jeunes qui ont fait vraiment, vraiment des scandales, à tel point d'ailleurs qu'ils ont été exilés de France à un certain moment pour avoir fait un certain nombre de bêtises. Alors Ronsard, d'abord, c'est un poète de cour. C'est quelqu'un qui a très bien mené sa barque, je veux dire, au niveau institutionnel. Il a quand même été confesseur du roi, enfin il avait eu un poste important à la cour. Ensuite, il a compris quelque chose que peut-être les autres n'avaient pas compris, que si sa poésie était mise en musique, ça lui ferait gagner beaucoup en célébrité. Et donc, dès sa première parution, dès Les Amours de 1553, il fait appel aux musiciens. Et donc, tous les musiciens vont mettre en musique sa poésie. Ça n'a pas été le cas de Du Bellay, par exemple, qui était quelqu'un de très proche de Ronsard. Et ça a servi à sa gloire. Bon, en plus, je pense que c'est quelqu'un qui a une plume extrêmement facile, qui a une œuvre absolument incroyable, qui écrit énormément. Et voilà, et ben, il reste, alors que d'autres qui sont peut-être très talentueux, mais peut-être un peu plus obscurs, comme Jodl, par exemple, ou comme Pontus de Thiard, ont un peu disparu. Mais Ronsard règne encore aujourd'hui, avec quand même une disparition pendant tout le XVIIe, XVIIIe siècle. Alors, qu'est-ce qui vous touche dans sa poésie? Alors, ce qui est touchant, ce que j'ai découvert à travers cet anniversaire Ronsard, puisqu'elle est née en 1524, c'est que j'ai découvert un autre Ronsard que le Ronsard que nous, les Français, nous connaissons à travers l'enseignement de la littérature. C'est-à-dire un Ronsard qui ne s'occupe que d'amour, en fait. Hein. C'est les fameux amours de Ronsard. En fait, il y a un Ronsard polémiste qui est absolument virulent et assez drôle, qui guerroie contre les protestants de Genève. Et il est très, très fort, je dois dire. Il y a un Ronsard historien qui célèbre évidemment le règne de Henri II. Et il y a un Ronsard écologiste. Il y a un Ronsard qui n'arrête pas de parler du fait qu'il marche énormément, qu'il se promène beaucoup en Touraine. Vous savez qu'il est né à la Poissonnière, mais en fait qu'il allait beaucoup aussi rendre visite à ce qui sera son dernier lieu de vie, qui est j'oublie le nom, Saint-Côme, qui est le prieuré Saint-Côme, qui est près de Tours. Donc il a beaucoup marché à travers les forêts, à travers les champs. Il décrit très bien la nature et surtout il s'insurge, c'est déjà un des premiers textes écologiques, il s'insurge contre les bûcherons de la forêt de Gâtine qui abattent des chênes. Et donc il y a toute une poésie magnifique où il défend la nature, il défend l'eau, il défend les bois, et il y a quelque chose de très émouvant chez lui. Donc il faut bien penser que Ronsard n'est pas seulement le poète des amours, mais il est bien plus que ça. Et puis, voilà, il arrive quelquefois en des textes assez courts, dont le fameux Mignonne, allons voir si la rose, à tout dire en peu de vers. Il est très talentueux quand même. Alors, vous venez nous présenter un double album qui lui est consacré. Comment avez-vous conçu son programme? Alors, c'était un sacré défi parce que j'avais soit le choix de faire les plus belles poésies mises en musique par les compositeurs de son temps, ce qui m'obligeait à faire un choix difficile parce qu'il y a quand même plus de 400 mises en musique. Lequel choix, en plus, était mon choix personnel que j'allais imposer aux gens. Et puis, je trouvais ça assez banal de faire ça. Les plus beaux airs, hein, vous savez, tout le monde fait ça aujourd'hui. Hein, les plus beaux airs baroques. Enfin, bon. Quelquefois, je rigole en disant mes plus beaux airs pour ma salle de bain. Et je me suis dit, et pourquoi on ferait un truc plus original, c'est-à-dire de partir ce qui se passait au XVIe siècle. Au XVIe siècle, les gens, en fait, ils connaissaient les textes d'abord. Avant les mises en musique, bien sûr. Ils les connaissaient bien parce qu'ils les déclamaient. Et je me suis dit, je pars des textes. Je vais les faire entendre et ensuite je vais proposer plusieurs mises en musique de ces mêmes textes pour que l'auditeur d'aujourd'hui puisse vraiment goûter ce texte. Parce qu'une fois qu'il l'a entendu dit et récité par un comédien et dit à la lyre, ensuite il va entendre une version, puis une seconde version, puis une troisième version. Donc il va être imprégné de ce texte, il va pouvoir vraiment en goûter toutes les mises en musique différentes. Et je trouvais que ça faisait plus appel à l'intelligence de l'auditeur en fait.
Alors je vous propose de faire un retour à la musique avec deux mises en musique du poème de Pierre de Ronsard, Mignonne, allons voir si la rose, l'un de Rinaldo Delmel, l'autre de Clémence de Grandval.
qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil, sa robe de pourpre au soleil. À point perdu, cette avait pris les plis de sa robe pourprée. Et son teint au vôtre pareil, et son teint au vôtre pareil, et son teint au vôtre pareil, au vôtre pareil. Las, voyez comme en peu d'espace, mignonne est là-dessus la place. Las, las, ses beautés les séchoirs, las, ses beautés les séchoirs. Oh, vraiment marâtre nature, puisqu'une telle fleur ne du matin jusqu'au soir, que du matin jusqu'au soir, que du matin jusqu'au soir, jusqu'au soir. Donc, si vous me croyez mignonne, tandis que votre âge fleuronne en sa plus verte nouveauté, en sa plus verte nouveauté, cueillez, cueillez votre jeunesse comme à cette fleur la vieillesse. Fera ternir votre beauté, fera ternir votre beauté, fera ternir votre beauté, votre beauté. Deux compositions sur le poème de Pierre de Ronsard, mignonnes. Allons voir Si la rose, l'un de Rinaldo Delmel, l'autre de Clémence de Grandval. Deux extraits d'un album Ronsard et la musique de l'ensemble Douce Mémoire, paraissant chez Alpha Classique. Alors Denis, il est de tradition d'un Appassionato de vous offrir le libre choix de nous faire écouter un enregistrement que vous aimez. Qu'aimeriez-vous nous faire entendre ? Je vais vous faire entendre, figurez-vous, du Beethoven, parce que je n'aime pas Beethoven, parce que je n'aimais pas Beethoven, parce que je trouve qu'on interprète beaucoup Beethoven comme étant un compositeur de la fin du 19e, avec des énormes orchestres, des énormes pianos, et tout ça avec une sorte de pathos qui me gêne. Et tout d'un coup, j'ai surtout rencontré Schanderfreud, qui est un merveilleux pianiste qui joue du pianoforte, et qui a enregistré d'une part sur le piano de Beethoven, vraiment un piano viennois. En plus, il a reconstitué l'orchestre tel qu'il existait à sa création, et même la salle dans laquelle ont été créés ces concertos. Et tout d'un coup, je suis tombé de ma chaise et je me suis dit « Ah, mais Beethoven, c'est ça !» C'est de la musique de chambre, en fait. C'est sublime. En fait, voilà, c'est une découverte pour moi. J'avais beaucoup d'a priori sur Beethoven, mais si vous faites Beethoven comme de la musique de quelqu'un qui est né en 1770, et donc qui avait 30 ans en 1800, et pas comme de la musique qui date de 1890, et ben Beethoven reprend évidemment toutes ses couleurs. Et donc ça rejoint mon travail sur la Renaissance, retrouver les couleurs. Alors nous écoutons un extrait de cette intégrale des concerti maintenant.
Nous venons d'écouter le mouvement lent du 5e concerto de Beethoven, interprété par le pianiste Schönderwurth et l'ensemble Cristofori. Votre rendez-vous musical Appassionato touche ainsi à sa fin. Merci beaucoup, Denis, d'avoir accepté notre Je vous invitation. en prie, c'est à vous. Je vous remercie.
Merci à Clément Villansen d'avoir assuré la technique de cette émission. N'oubliez pas qu'Appassionato est diffusé sur les ondes et le site de Radio Judaïka les lundis à 13h, les mercredis à 14h et les dimanches à 9h. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.